Pour comprendre cette colère d'une partie de l'Amérique blanche, notamment dans le sud des États-Unis, il faut remonter quelques années en arrière. En 2008, plus exactement. Obama, do solemnly swear. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. Cette année-là, Barack Obama devient le 44e président des États-Unis, mais surtout il est le premier président noir. Congratulations, Mr. President. Une révolution et un événement historique salué dans le monde entier. Mais au pays de l'oncle Sam, tout le monde ne partage pas cet enthousiasme. Mr. Obama has been accused of being both a communist and a fascist. Dans beaucoup d'États du Sud, l'élection de cet homme métissé est loin de faire l'unanimité. En 2008, vous avez une partie des Américains, dans le Sud, mais pas que dans le Sud, qui ont considéré que c'était absolument inacceptable. Un président noir, ça voulait dire que le pays partait totalement de travers, que eux, les Blancs, allaient être remplacés, que l'Amérique ne serait plus leur pays et qu'il fallait reprendre ce pays. Quand Barack Obama a été élu, tous ces Blancs en colère se sont précipités pour acheter des armes, parce qu'ils étaient persuadés que c'était un point de non-retour dans l'histoire de leur pays, que désormais les Noirs allaient les remplacer et qu'ils s'en prendraient à la population blanche parce qu'ils avaient l'appui d'un homme noir à la Maison-Blanche. Pour les organisations d'extrême droite, ce climat de rejet et d'hostilité contre Obama est une aubaine. À partir de 2008, le nombre de groupuscules mettant en avant la supériorité de la race blanche se met à exploser. Cette année-là marque aussi le retour sur le devant de la scène du plus ancien d'entre eux, le Ku Klux Klan. What do you think of Obama? Obama? Yeah. He's not legitimate, no sir. He's a foreigner. He's got no right to serve as a president of this country. Le clan semble trouver une énergie nouvelle, comme un second souffle, lorsque les questions politiques concernant la race reviennent au premier plan aux États-Unis. Quand Obama est entré en fonction en tant que président, on a constaté une augmentation des activités extrémistes. Les gens ne sont pas devenus racistes du jour au lendemain en réaction à cette élection. Ce qui s'est passé, c'est que ce racisme est devenu plus évident et il s'est manifesté plus ouvertement en réaction à cette idée d'un président noir. Entre 2008 et 2016, un peu partout à travers les États-Unis, les leaders de groupes se revendiquant du Ku Klux Klan affirment recruter de nouveaux adeptes à tour de bras. Comme dans l'État du Maryland, à l'est du pays, juste à côté de la capitale Washington, où ce jour-là, une femme s'apprête à intégrer le clan. How do you see the Confederate White Knight? As a political voice. A voice for Caucasian Americans. Comme d'autres avant elle, cette Américaine blanche a été séduite par le discours du Ku Klux Klan. Une propagande qui martèle toujours les mêmes arguments. Les États-Unis sont menacés par les immigrés ou les musulmans, et l'ennemi juré de l'Amérique s'appelle Barack Obama. To Barack Obama, to the United Nations, get off of my soil, get out of my country, and don't ever come back. I am sick of watching my country to fall to garbage. The United Nations can kiss my American white backside. God bless America. Cet homme très en colère s'appelle Richard Preston. Dans la hiérarchie du clan, il est ce qu'on appelle un grand dragon. Autrement dit, il est le chef de son groupe au niveau local. As far as I am concerned, the United Nations can burn in hell, along with every Muslim, including Barack Obama, including ISIS. Every last one of these Muslims can die in my country or get out. We will not bow. We will not give up. We will not fall. We are Americans. And the hell with Barack Obama. The hell with the New World Order. The hell with the United Nations. And the hell with Allah. Robe blanche, capuche pointue, croix blanche sur fond rouge. Richard Preston et ses Klansmen, comme on les surnomme, respectent à la lettre les traditions qui ont rendu le Ku Klux Klan célèbre dans le monde entier. En particulier,
lorsqu'il s'agit d'orchestrer la cérémonie la plus symbolique de cette organisation, celle de la croix enflammée. You accept the light of Christ, brother? Yes. You accept the light of Christ? You accept the light of Christ? I do, yes. Ce rituel sacré pour les membres du clan se déroule toujours de nuit et répond à un protocole bien spécifique. Clan, hold. For God. God. For country. For country. For family. For family. For clan. For clan. En l'espace de 12 ans, l'élection de Barack Obama a réveillé une certaine Amérique blanche réactionnaire et ultranationaliste. Quant à Donald Trump, par son style brutal et son discours populiste, il a contribué à décomplexer le racisme aux États-Unis. Deux présidents qui, pour des raisons radicalement opposées, ont participé à la réémergence d'organisations suprémacistes blanches, telles que le Ku Klux Klan. Le clan en tant que symbole, le clan en tant que dépositaire de valeurs et d'une idéologie raciste, n'a jamais été autant d'actualité. Il a simplement muté en de nouvelles formes de haine. À ce titre, il demeure un courant d'idées politiques très important aux États-Unis. Le Ku Klux Klan, c'est une histoire qui a commencé il y a plus de 150 ans. Et durant toutes ces années, il a contribué plus que n'importe quel autre groupe d'extrême droite aux États-Unis à imposer les thématiques racistes dans le système politique américain. Death to our enemies! Death to our enemies! Le Ku Klux Klan, une organisation au nom, aux symboles et aux coutumes chargées de mystère, dont l'histoire est étroitement liée au destin même de son pays, les États-Unis. Tout commence au début des années 1860, avec la célèbre guerre de sécession. Un conflit qui oppose alors les armées des 23 États de l'Union situés au nord et à l'ouest du pays, qu'on appelle les Yankees, aux armées des 11 États du Sud qui ont décidé de faire sécession et que l'on appelle alors les Confédérés. En 1861, les États-Unis se sont engagés dans une guerre civile dont l'origine était l'institution de l'esclavage. Elle opposa les États du Sud aux États du Nord, qui pensaient que l'esclavage devait être interdit. Les États confédérés menés par la Caroline du Sud voulaient à tout prix maintenir l'esclavage. Ils étaient persuadés que c'était vraiment le meilleur système qui soit pour assurer la prospérité de leur société. Une guerre d'une violence inouïe, qui va faire plus de 800 000 morts et s'achever par la défaite des États du Sud, lorsque leur chef, le général Lee, signe l'armistice avec le général Ulysses Grant, chef des armées du président des États-Unis de l'époque, Abraham Lincoln.